Salut à tous, allez c'est parti pour le point sur les marchés. Aujourd'hui on va parler de LVMH qui a publié ses résultats hier soir. On va parler également de ASML qui a publié ce matin. On va regarder ensemble un peu le secteur de l'IA et notamment Nvidia et cette affaire avec DeepSeek. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça va influencer les résultats futurs? Est-ce que ça influence vraiment le narratif de l'IA? Et enfin on va finir voilà, avec un rapide point sur les indices, voir s'il y a encore un peu de potentiel sur le S&P 500 et sinon où est-ce qu'on pourrait peut-être mettre ses sous pour essayer un peu de se diversifier du marché américain. Globalement, LVMH, du coup, là, prend moins 5% aujourd'hui. Alors, c'est en référence aux résultats qu'elle a publiés. Pour l'année 2024, donc elle a au total une croissance de plus 1% d'un point de vue organique, c'est-à-dire qu'on enlève les effets de périmètre, c'est-à-dire acquisition et les effets de change. Donc là, voilà, on est à plus 1%. Sur l'année au niveau du bénéfice, on est à moins 14%, comme vous le voyez, avec une baisse surtout du niveau de marge opérationnelle. C'est surtout ça, en fait, le principal contributeur de cette baisse-là. Et par contre, de ce côté-là, on a quand même une forte augmentation des free cash flow. Alors pourquoi est-ce qu'on a une baisse du bénéfice, mais de l'autre côté, on a quand même une hausse du free cash flow? Tout simplement, c'est lié à l'effet principalement du besoin en fonds de roulement. Les capex, les dépenses d'investissement, elles, sont plus ou moins restées au même niveau. Par contre, le besoin en fonds de roulement a été beaucoup plus favorable. Pourquoi? Parce que c'est dû à un encaissement des clients meilleur que prévu et surtout à un effet d'inventaire. Donc, on a pu en fait déstocker tout simplement au cours de cette année 2024. Et qui dit déstockage dit forcément augmentation des cash flows. Donc, de ce point de vue-là, par contre, il n'y a aucun souci. Les cash flows sont exceptionnels. Et ça va permettre d'assainir un peu le bilan, de faire entrer soit plus de cash, ou alors on va pouvoir verser un peu plus de dividendes ou faire des rachats d'actions. Donc, au niveau donc de la croissance sectorielle, donc par région, vous voyez ici que toujours le principal contributeur de cette baisse-là, ça reste la Chine, ce qu'ils ont embelli par le nom Asie en excluant le Japon, en gros la Chine, voilà, défonce toujours les résultats de LVMH. On voit ici que sur le Q4, on a quand même une baisse de 10% de la Chine et qu'au global sur l'année, on est à moins 11%. Les États-Unis et l'Europe, elle, reste plutôt stable avec des chiffres autour de 3-4%. Et le Japon est quand même un excellent contributeur avec une hausse de 28% sur l'année. Et le Japon qui devrait continuer à quand même plutôt bien performer en 2025. Pour les États-Unis et l'Europe, on s'attend à une reprise un peu plus importante que ça. Mais par contre, sur la Chine, ça reste quand même un point quand même assez compliqué. On n'a pas trop de prévisions pour 2025 parce que ça peut encore énormément bouger. Voilà, il n'y a pas assez de données, donc il faudra faire attention à la Chine. Mais globalement, voilà, le marché s'attend quand même à une reprise au niveau du deuxième semestre. 2025, ça reste quand même une année de transition pour le luxe et on devrait quand même avoir une reprise au niveau de 2025. Alors, est-ce que cette reprise sera importante ou non? Moi, je table plutôt sur une reprise plutôt modeste et un premier semestre encore un peu compliqué, mais qui devrait quand même s'améliorer. Surtout que on aura une base de comparaison qui sera quand même plus favorable pour 2025. Maintenant, on va passer à ASML. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ASML, en fait, il y a très peu de choses qui ont été dites durant le conf call. On reste toujours sur le même narratif que l'IA va augmenter fortement les besoins de puces. Donc pour produire ces puces là, il faut des machines de ASML qui équipent les fonderies de TSMC notamment. Donc voilà, le narratif de l'IA va continuer à faire croître les besoins en machines. Au niveau des ventes sur le Q4, donc on a quand même une belle croissance de plus 20%. Donc là, ça montre quand même qu'on a une accélération séquentielle des ventes. Et sur l'année, donc on reste plutôt flat, autour de une très légère diminution de la croissance, autour de 1 ou 2%, même pas. Et ça, c'est dû à quoi? Tout simplement parce qu'au premier trimestre, au deuxième trimestre, et même au troisième, je crois, on a eu des diminutions de ventes. Donc ça montre que voilà, là on commence à rentrer dans une nouvelle tendance de croissance et d'accélération des commandes. Et le plus important, c'est surtout de voir les ventes, donc les ventes du carnet de commandes. Comme vous le savez, ASML, c'est un business de carnet de commandes. Ce qui va se passer, c'est que les clients vont passer une commande et ensuite, dans 3 à 12 mois, ces commandes-là seront inscrites au chiffre d'affaires. Et là, le plus important, c'est que au début, on anticipait environ 4,5 milliards d'euros, quelque chose comme ça, au niveau des commandes. Et là, on est passé à 7 milliards. Donc, le fait que l'entreprise ait battu largement le consensus, ça annonce qu'on va quand même avoir une très bonne année sur ASML, puisque les commandes du carnet seront dans quelques mois inscrites au chiffre d'affaires. Donc ça, c'est principalement le point le plus important, la croissance du carnet de commandes, et qui est en plus de ça encore plus importante que prévu. Et enfin, je vous mets donc sur DeepSeek. Qu'est-ce que ça dit? Donc ça, c'est une capture d'écran de Twitter. Tout simplement, en fait, le fonds Highflyer, qui détenait aussi DeepSeek, a shorté le marché boursier américain et notamment les valeurs technologiques, et en annonçant donc l'annonce de DeepSeek en disant qu'ils ont obtenu tel résultat, et surtout en mentant sur les quantités d'investissement qu'ils ont réalisées et les cartes graphiques
qu'ils détenaient. Tout simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, ils ont dit qu'avec 6 millions de dollars par an, ils ont pu développer DeepSeek, alors qu'en réalité, en fait, ils ont investi largement plus. On estime entre 500 millions et 1 milliard de dollars l'investissement dans DeepSeek, qui est principalement réalisé en fait avec des cartes graphiques Nvidia. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement ils ont réussi à contourner l'export ban, donc le bannissement des exportations américaines, pour se fournir en cartes graphiques Nvidia, et ensuite ils ont couvert ça de mensonges en disant que finalement ils avaient besoin que de quelques cartes graphiques pour réaliser DeepSeek. Mais donc voilà, là on a un gros mensonge, donc faites attention à DeepSeek, ça a quand même fortement impacté les valorisations, alors que ça a été surtout réalisé pour shorter le marché et réaliser du bénéfice pour le hedge fund. On le rappelle, la société qui détient DeepSeek, c'est un hedge fund, donc leur but c'est quoi? C'est de spéculer à la hausse comme à la baisse sur des valeurs et ainsi empocher le plus de pactole. Maintenant, ce qui peut se passer, qui est probable, après on ne sait pas, vu que l'IA ça reste un secteur où il y a énormément de volatilité au niveau des parts de marché et de la création de valeur, ce qui peut se passer, c'est tout simplement que s'ils arrivent avec une quantité inférieure de puissance de calcul à produire les mêmes résultats, c'est que l'IA pourrait être commoditisée, c'est-à-dire qu'elle pourrait être utilisée dans des usages beaucoup plus fréquents et beaucoup plus nombreux, ce qui au final en fait demande exactement la même puissance de calcul. La nature ayant horreur du vide, c'est un scénario qu'on peut envisager, c'est-à-dire s'il y a besoin de moins de puissance de calcul, on va utiliser la puissance de calcul disponible et qui était envisagé à la base pour en utiliser ailleurs et ainsi déployer de plus en plus l'IA dans de nombreux cas. Voilà. Maintenant que le volet sur l'IA est terminé, on peut finir avec les indices boursiers. Bon, il y a eu assez peu de progression depuis le début de l'année sur le S&P 500. Par contre, sur le CAC 40, lui, c'est plutôt bien revalorisé, même en prenant en compte la chute d'aujourd'hui de LVMH qui, vous le savez, impacte forcément tout le CAC. On est autour de 7% de performance depuis le début de l'année pour le CAC et autour de 2% sur le S&P 500. Le S&P 500, on reste quand même sur des valorisations assez importantes en termes de multiples, puisqu'on est autour de 28 fois, 28-29 fois à peu près les bénéfices sur le S&P 500 et 22 fois les bénéfices futurs, alors que sur le CAC, on est quand même bien inférieur. On est autour de 14-15 fois les bénéfices et 12-13 fois à peu près les bénéfices futurs. Donc il y a quand même une forte décote en fait du marché européen par rapport au marché américain. Qu'est-ce que moi j'envisage honnêtement sur le marché en 2025? Je pense que c'est plutôt le style value qui va l'emporter sur le style croissance. Ça veut dire qu'en fait, avec la décote actuelle, et ça je suis pas du tout le seul à le penser, mais on pourrait quand même avoir une belle performance du côté des marchés européens, pas forcément uniquement liée à la hausse des bénéfices, mais surtout à la revalorisation et à l'expansion des multiples, puisque vous le savez, il y a quand même une belle décote. Donc c'est vrai que les marchés européens ayant été mis pendant longtemps de côté pourraient nous offrir, c'est une probabilité, pourrait quand même nous offrir de belles performances en 2025. Maintenant, cette performance elle n'est pas du tout assurée, puisque vous le savez, l'Europe elle dépend quand même énormément des mesures de Trump. Donc est-ce que Trump va réellement mettre en place ces tarifs douaniers qui peuvent avoir un gros impact sur l'économie? Est-ce que ça va se faire ou non? Est-ce qu'il va prendre des mesures contre l'Europe? Voilà, en fait il y a une multitude de facteurs, mais c'est vrai que quand on regarde les niveaux de valorisation, même s'il y a de la croissance du côté du S&P 500 et des valeurs de croissance, ça peut quand même faire peur, alors que du côté de l'Europe et notamment du MSCI Value, des valeurs value américaines, mais on a quand même un potentiel d'upside qui paraît un peu plus important, ou en tout cas un potentiel de baisse qui est un peu plus limité. Voilà. Bon, c'était simplement un avis. Je vous dis à la prochaine. Encore une fois, si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires. J'espère que vous avez aimé ce format où on essaie de pas y passer plus de 10 minutes et de faire un récapitulatif assez sommaire. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut!